Nous étions assis, blottis les uns contre les autres, dans la soute froide et vide d'un avion cargo. Mon équipe était composée de marines, spécialisées dans tous les domaines, de la tactique à la médecine en passant par la technologie. Chacun d'entre nous a été sélectionné à la main pour cette mission. Sanchez, notre expert en explosifs, était adossé à la paroi et lançait des blagues qui résonnaient dans la coque métallique. Miller, notre sous-officier tactique, souriait à son humour, mais essayait de cacher son inquiétude en secouant légèrement la tête d'un air moqueur. Miles, notre médecin, esquissa un sourire fatigué. Ses pensées étaient manifestement occupées par l'incertitude qui nous attendait. Plus de 20 autres marines étaient assis en silence autour de nous, se préparant à ce qui les attendait. Notre voyage fut interrompu par la voix du pilote dans l'interphone. « Heure d'arrivée prévue, 15 minutes, préparez-vous à atterrir. » Miller s'éclaircit la gorge, rompant le silence qui pesait lourdement dans la soute. Elle se redressa de toute sa hauteur, agrippant plus fermement la poutre métallique au centre de l'avion. Sa voix ferme et assurée couvrit le grondement sourd des moteurs. « Écoutez-moi tous », commença-t-elle en regardant chacun d'entre nous dans les yeux. « Notre mission est simple. Nous avons été appelés dans un centre de recherche isolé quelque part en Alaska. Le commandement ne nous a pas donné beaucoup d'informations, mais a souligné qu'il s'agissait d'une situation présentant une menace biologique. » Elle fit une pause, laissant le mot « menace biologique » flotter dans l'air. Nous avançons à l'aveuglette. Notre objectif est d'évaluer et de neutraliser toute menace présente sur ce site. Notre priorité est de maîtriser la situation, d'assurer la sécurité de la zone et, si possible, d'évacuer le personnel survivant. Sanchez, qui écoutait d'une oreille distraite, haussa un sourcil. « Une journée de travail comme les autres, n'est-ce pas ?» Miller lui lança un regard sévère. « C'est sérieux, Sanchez. Ce n'est pas un exercice d'alerte. Ce qui s'était passé sur ce site était suffisamment grave pour le couper complètement du monde extérieur. » L'avion cargo trembla sous l'effet d'une soudaine turbulence, écho physique de la tension croissante. Mais la voix de Miller restait inébranlable. Ses mots transperçaient notre inquiétude. « N'oubliez pas, nous restons ensemble. Soyez vigilants et gardez vos radios à portée de main. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous nous couvrons les uns les autres. C'est la seule façon de nous en sortir. » Après l'atterrissage, la trappe de chargement s'est ouverte dans un grincement, révélant le paysage austère et isolé de l'Alaska. Un sinistre centre de recherche se profilait au loin, sa présence silencieuse se moquant de nous. Un vent violent balayait notre équipement, un accueil rude de la part de cette terre oubliée de Dieu. L'objet se dressait à l'horizon, silhouette nette sur fond de nature sauvage de l'Alaska. Construit en acier et en béton, son aspect industriel contrastait fortement avec la nature intacte qui l'entourait. Il s'agissait d'un réseau de bâtiments reliés entre eux. Le bâtiment principal, plus grand que les autres, était un monolithe métallique. Froid et imposant, il semblait défier les vents implacables de l'Alaska qui se brisaient contre ses murs. Divers autres bâtiments, qui, je suppose, étaient comme des laboratoires, des bureaux et des logements pour le personnel, s'éloignaient de lui comme des branches d'un tronc. L'ensemble du complexe était entouré d'une haute clôture barbelée. Au-delà du site s'étendait le paysage austère de la nature sauvage de l'Alaska. La neige s'étendait à perte de vue, telle une toile blanche immaculée, à l'exception de nos traces et de la silhouette sombre et lointaine de la forêt. Sous la direction de Miller, nous nous sommes approchés prudemment du bâtiment, à l'affût du moindre danger. « Soyez attentifs », a-t-elle prévenu. « Cet endroit est une ville fantôme. Au moment où nous sommes entrés, nous avons été frappés par le contraste avec la nature sauvage et hostile, un espace d'une blancheur stérile et d'acier. L'air était vicié et imprégné de froid. Les couloirs étaient éclairés par des lampes de fluorescentes,
dont certaines clignotaient de par intermittence, projetant de longues ombres inquiétantes. Chaque pièce que nous traversions semblait être une copie de la précédente, équipée de tables en acier froid, d'équipements high-tech désormais inutilisés et de tableaux blancs couverts d'équations et de diagrammes complexes. Partout, on voyait des traces d'une fuite précipitée, des chaises renversées, des papiers éparpillés, des tasses de café à moitié vides et abandonnées. La première pièce dans laquelle nous sommes entrés s'est avérée être un laboratoire rempli d'équipements de haute technologie. Des images agrandies de cellules étaient figées sur les écrans. Des boîtes de pétri, des microscopes et des kits d'instruments biomédicaux étaient éparpillés sur les tables, certains renversés, comme si la fuite avait été précipitée. Des notes griffonnées à la hâte et des impressions avec des phrases surlignées jonchaient le sol. Plus loin se trouvait la salle de repos, où régnait un silence fantomatique, enveloppant les jeux de société abandonnés et les livres non lus. Une tasse de café oubliée, désormais glacée, se trouvait dans un coin de la table, symbole amer d'une vie interrompue. Nous sommes ensuite entrés dans ce qui semblait être la salle de contrôle principale. Les écrans de vidéosurveillance clignotaient, montrant différentes parties du site, dont la plupart étaient aussi vides que les pièces que nous avions traversées. Certains écrans affichaient des portes de sécurité hermétiquement fermées, portant la mention « quarantaine ». Nous avons retenu notre souffle en imaginant les horreurs qui pouvaient se cacher derrière ces portes. Chaque porte que nous franchissions était lourde et renforcée, portant divers panneaux de danger et de biosécurité. Certaines pièces étaient complètement scellées, marquées de feux rouges sinistres et d'avertissements de quarantaine ou de contamination. Nous nous sommes retrouvés dans ce qui ressemblait à une salle commune ou à une salle de pause. Il y régnait un silence effrayant. Des restes de nourriture sur les tables semblaient figés dans le temps, recouverts d'une fine couche de givre. C'était comme si la vie s'était arrêtée en plein milieu d'une phrase, et l'absence de bruit était si forte qu'elle en était presque assourdissante. Des effets personnels étaient éparpillés tout autour. Une écharpe, un livre, une paire de lunettes. À mesure que nous avancions dans les profondeurs du bâtiment, notre sentiment d'inquiétude s'intensifiait. Le mystère de ce qui s'était passé ici pesait lourdement dans l'air, et le silence n'était rompu que par nos pas et les craquements aléatoires du bâtiment qui se tassait sous le poids du gel. Le grincement d'une porte rompit le silence inquiétant. Nos mains serrèrent instinctivement nos armes et nous nous dirigeâmes vers la source du bruit. Mots, entraînement et instinct. Lorsque la porte s'ouvrit, une faible lumière provenant du couloir envahit la pièce qui était manifestement occupée par l'un des chercheurs. La pièce était en désordre. Des papiers couverts de notes griffonnées, à la hâte et de diagrammes de complexes, étaient éparpillés sur une table métallique. Dans un coin, un ordinateur de bureau clignotait et la lumière verte de l'écran projetait une lueur sinistre. « Callahan, regarde ce que tu peux trouver sur cet ordinateur » m'ordonna Miller, son regard d'acier scrutant la pièce, ses sens à l'affût du moindre danger potentiel. « D'accord » répondis-je en m'installant dans le fauteuil pivotant devant la machine. Le clavier était froid sous mes doigts et les pulsations irrégulières de l'écran projetaient une lumière malsaine sur mon visage. Un frisson me parcourut le dos et un sentiment d'inquiétude s'empara de moi. Ce n'était pas le froid mordant de l'Alaska. C'était l'impression indéniable que nous étions en train d'entrer dans les conséquences de quelque chose de terrible. « Tu as des pistes, Miles » demanda Sanchez, sa voix perçant le silence bourdonnant. Il fit un signe de tête en direction de Miles, qui était absorbé par le rapport d'enquête qu'il avait trouvé parmi le désordre qui régnait sur la table. Miles leva les yeux et ajusta ses lunettes. « Rien de concret » répondit-il, le front plissé,
alors qu'il plissait les yeux pour déchiffrer le jargon complexe et les diagrammes. Ce sont des recherches biologiques de haut niveau. Il faudra un certain temps pour les déchiffrer. Disons simplement que nous n'avons pas affaire à une grippe ordinaire. Sa tentative de plaisanterie échoua, absorbée par l'atmosphère oppressante de la pièce. La sombre réalité de notre mission commençait à se préciser. Il s'agissait de bien plus qu'une simple opération de confinement. Miller finit par rompre le silence. « Nous ne pouvons pas rester ici », déclara-t-elle en nous regardant tour à tour. « Nous devons continuer à avancer. » Sanchez grogna en signe d'approbation, se redressant de la position dans laquelle il s'était appuyé contre le métal froid de la table de laboratoire. « Elle a raison, nous avons encore beaucoup à explorer. » J'acquiesçai. « Continuons. » Nous quittâmes le laboratoire et nous engouffrâmes à nouveau dans les couloirs déserts du complexe. Les labyrinthes de couloirs semblaient se refermer sur nous à mesure que nous nous enfoncions dans les entrailles du complexe. Je me retrouvais dans ce qui semblait être le laboratoire central, entouré de mécanismes complexes et d'instruments scientifiques. Au milieu du désordre, un terminal clignotait faiblement. En réponse, nous voyions un mélange de codes, de fragments de chat et d'algorithmes biochimiques complexes. C'était un méli-mélo de données scientifiques, mais sous les couches de complexité, la vérité commençait à se révéler. Le regard de Miller était dérivé sur l'écran pendant que je parcourais les fichiers. Elle comprenait la gravité de ce que nous découvrions. Miles, bien qu'absorbé par l'examen des boîtes de pétri, jetait de temps en temps un coup d'œil dans notre direction. J'ai ouvert un document intitulé « Projet Hydra ». J'ai pris une profonde inspiration, me préparant avant de commencer à lire le document. Le projet Hydra, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la pièce froide, a débuté comme un programme de recherche sur les mutations génétiques et le contrôle des agents pathogènes. L'objectif était de concevoir un organisme à des fins défensives, un outil permettant d'infiltrer et de neutraliser les systèmes ennemis. Je m'interrompis un instant, laissant l'information faire son chemin avant de poursuivre. Cependant, Hydra a échappé à notre contrôle. Son évolution rapide l'a transformé d'un outil en un prédateur intelligent. J'ai entendu quelqu'un de l'équipe inspirer doucement, mais j'ai continué. L'intelligence de l'hydre est sans précédent pour un organisme artificiel. Elle fait preuve de capacité de résolution de problèmes, d'adaptabilité et d'aptitude à l'apprentissage. Ces processus cognitifs ont dépassé nos objectifs initiaux. La pièce semblait plus froide pendant que je donnais ces détails. Hydra est un organisme parasite. Elle envahit le corps de ses hôtes, en prend le contrôle et se reproduit à l'intérieur. L'hôte conserve ses fonctions essentielles, ce qui rend difficile la détection de l'infection. J'ai regardé les visages autour de moi, des traits tendus, des yeux plissés, des lèvres pincées en une ligne sombre. Mais j'ai continué. La contamination se produit par contact avec les larves microscopiques de l'hydre. Une fois à l'intérieur du porteur, l'hydre s'implante en quelques heures, envahissant le système nerveux de son hôte. Le porteur devient une marionnette dont les actions sont dirigées par l'hydre. Le silence s'est installé pendant que je faisais une pause avant de lire la dernière partie, peut-être la plus terrifiante. Hydra ne se contente pas d'infecter, elle assimile et manipule, intégrant le porteur dans sa conscience collective. Lorsque l'organisme arrive à maturité, il libère un essaim de nouvelles larves, littéralement éclatant du porteur et rejetant une enveloppe vide. Quand j'ai eu fini, le silence dans la pièce était assourdissant. Le bourdonnement sinistre de l'ordinateur, seul bruit dans la pièce, semblait plus fort. Le terminal a clignoté et un fichier vidéo s'est ouvert, son bouton de lecture clignotant de manière inquiétante. Après avoir jeté un coup d'œil aux autres, j'ai appuyé sur « Lecture ».
La vidéo a commencé avec une date dans le coin, datant d'environ 2 mois auparavant. Un homme est apparu à l'écran. Son visage était pâle, ses yeux enfoncés, les signes d'un manque de sommeil profondément gravés dans ses traits. Journal 457, projet Hydra, a-t-il commencé, la voix enrouée et fatiguée. Nous avons fait des progrès significatifs, mais pas autant que prévu. Il s'écarta pour montrer une grande boîte de pétri. La caméra fit un zoom avant, capturant Hydra en action. À première vue, cela ressemblait à un simple mouvement flou, mais je compris rapidement ce que nous voyions. L'organisme bougeait, sa forme changeait et pulsait. C'était à la fois inquiétant, étrange et fascinant. L'hydre évolue à une vitesse inquiétante, a poursuivi le scientifique, la voix légèrement tremblante. Sa capacité d'adaptation ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu. Elle apprend à une vitesse exponentielle. Il s'est arrêté, regardant directement la caméra. Mais elle ne se contente pas d'apprendre, elle s'adapte, elle change. Soudain, la boîte de pétri derrière lui se brisa. L'hydre, autrefois microscopique, avait grandi. Sa forme s'était échappée à travers le verre brisé. Le visage de l'homme pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Nous avons perdu le contrôle », murmura-t-il d'une voix à peine audible. Le scientifique s'éloigne de la table, le regard rivé sur la créature. Lorsque la vidéo s'est brusquement interrompue, nous sommes restés assis en silence, les derniers mots du scientifique résonnant dans nos esprits. Elle apprend, elle s'adapte. Nous avons perdu le contrôle. Cette peur, cette horreur brute, et non dissimulée dans ses yeux, mais de rester en travers de la gorge. Nous ne sommes pas simplement confrontés à une menace biologique. Nous sommes face à une créature intelligente, qui apprend, et, pire encore, qui a échappé à tout contrôle. « Bon, continuons d'avancer », déclara Miller, sa voix résonnant dans la pièce. Une nouvelle détermination apparut dans ses yeux, qui se propagea à nous tous. Nous quittâmes la pièce, alors que nous nous enfoncions dans le labyrinthe de couloirs stériles. Je ne pouvais me débarrasser d'un sentiment d'inquiétude. Le complexe était morteusement silencieux, l'atmosphère lourde d'appréhension. C'était comme si l'objet lui-même retenait son souffle. Alors que nous marchions dans les couloirs figés, quelque chose commença à me ronger l'esprit. L'un des marines, Johnson, semblait un peu distrait. Auparavant, il était lui-même, il plaisantait, mais maintenant, il ne riait plus. Son regard était absent, ses mouvements étrangement calculés. « Hé, Johnson !» l'appelai-je en l'observant attentivement. « Ça va ?» Il s'est retourné vers moi et m'a souri faiblement. « Oui, je suis juste fatigué, Callahan. » Ces mots n'ont pas suffi à dissiper mon inquiétude. Ce n'était pas seulement de la fatigue, il y avait autre chose. Ses yeux n'avaient mêlé plus leur étincelle habituelle. Sa joie de vivre avait laissé place à un silence inhabituel. Je balayais mes craintes, me convainquant que c'était le stress de la mission et les révélations inquiétantes sur Hydra qui l'affectaient ainsi. À mesure que nous avancions dans le complexe, l'atmosphère devenait plus froide et la tension plus palpable. L'équipe, qui était autrefois un groupe soudé, semblait désormais divisée, chacun se déplaçant avec une prudence accrue. Alors que nous inspections les pièces et nous orientions dans ce complexe, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que certains membres de notre équipe devenaient progressivement, distants et vides. J'ai fait signe à Miller de me suivre, m'éloignant du groupe sous prétexte de vérifier notre position sur la carte du site que nous avions trouvé plus tôt. Lorsque nous nous sommes suffisamment éloignés, j'ai baissé la voix et me suis tourné vers elle. « Miller ?» ai-je commencé, ayant du mal à garder une voix calme. « Je pense que nous avons peut-être un problème. » Elle haussa les sourcils en signe de question silencieuse, attendant que je continue. « Les autres ?»
dis-je en regardant le reste de l'équipe rassemblée autour de la carte que nous avions laissée comme appât. Je pense qu'il change. Une lueur d'inquiétude passa sur son visage et elle se tourna pour regarder l'équipe. Il change? Que veux-tu dire? Je veux dire... Je déglutis péniblement. Je pense qu'ils sont infectés. Ses yeux s'écarquillèrent tombent d'inquiétude et elle me regarda rapidement. Contaminés? Dit-elle avec une pointe de choc dans la voix. J'acquiesçai. Regarde-les, Miller. Ils ne se comportent pas comme d'habitude. Ils sont plus calmes, moins animés. Comme s'ils n'étaient pas vraiment là. Miller observa notre équipe pendant un long moment avant de parler. Nous ne pouvons pas en être sûrs, Callahan. Ils sont stressés. Nous sommes tous stressés. Je sais, répondis-je. Mais nous ne pouvons pas ignorer cette possibilité. Hydra est intelligente. Elle manipule. Elle pourrait les utiliser pour nous atteindre. Elle expira lentement, le visage marqué par l'inquiétude. D'accord, dit-elle finalement. Nous les surveillons de près, mais nous n'agissons pas. Pas tant que nous ne sommes pas sûrs. Et Callahan, je la regardais. Oui, nous gardons cela entre nous. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de semer la panique dans nos rangs. J'acquiesçai d'un signe de tête. Oui, tu as raison. Espérons que je me trompe. Miller n'a pas mis longtemps à voir ce que je lui avais montré. Une fois le doute semé, il était impossible d'ignorer les signes. Les changements étaient subtils, mais ils étaient bien là. Et plus nous observions, plus ils devenaient évidents. C'était dans la façon dont notre médecin, Miles, regardait le matériel médical entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Mais le dernier clou dans le cercueil a été Johnson. Il avait toujours été calme, mais maintenant, il était presque muet, ses réponses ressemblant à des grognements monosyllabiques. Quand il répondait, quand il parlait, sa voix était dépourvue de toute vie et ses mots étaient vantés vides. Quand j'ai croisé son regard, ses yeux étaient plats, presque sans vie. La lueur habituelle s'était éteinte depuis longtemps. Nous nous tenions un peu à l'écart du groupe, les observant, quand j'ai senti Miller se crisper à côté de moi. Suivant son regard, j'ai vu ce qui avait attiré son attention. Johnson. Maintenant, il ne se contentait plus de nous regarder. Il nous étudiait avec une concentration inquiétante dans les yeux. Avec un lourd sentiment, je me suis tourné vers Miller, rencontrant son regard inquiet. « Tu le vois maintenant, n'est-ce pas ?» demandai-je d'une voix à peine audible. Elle acquiesça, le visage pâle dans la lumière tamisée du couloir. « Oui, avoua-t-elle. Je le vois, et avec cette confirmation, notre mission prit une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus simplement de combattre un monstre. Désormais, nous combattions les nôtres. Et lorsque nous avons regardé notre équipe, nous avons réalisé qu'ils n'étaient plus seulement nos amis, mais aussi une menace potentielle. « Callahan, » m'a dit Miller, « nous devons contacter le commandement. Ils doivent savoir à quoi nous avons affaire. » J'acquiesçai. J'y vais tout de suite. Lorsque j'établis la communication avec le commandement, mes mains tremblaient légèrement. Nous étions prêtes à affronter le danger. Nous y étions entraînés. Mais Hydra, une créature intelligente et manipulatrice qui se trouvait déjà parmi nous. Cela dépassait tout ce que nous pouvions imaginer. La ligne grésilla, puis une voix retentit. « Ici le commandement. Vous me recevez ?» Je déglutis péniblement, serrant plus fort la radio. « Ici Callahan. Nous avons fait une découverte inquiétante. Je transmis nos conclusions. » La réponse fut aussi immédiate que sombre. « Détruisez l'hydre, à tout prix. » Puis la ligne fut coupée. L'ordre du commandement résonna dans l'air, comme un écho sec rebondissant sur les parois de l'objet froid. Je jetai un coup d'œil à Miller. Son visage était figé et stoïque. Ses yeux brillaient d'un mélange de sombre détermination et de peur. Le sang-froid glacial que nous, marines, sommes entraînés à conserver semblait avoir craqué, laissant apparaître une profonde et terrifiante incertitude. La destruction,
murmura-t-elle, le regard perdu quelque part parmi les murs de béton morne. Ce n'était pas une question, pas tout à fait, juste une répétition, une tentative de comprendre l'ampleur de notre tâche. J'ai laissé échapper un souffle tremblant, ma main serrant toujours la radio métallique et les froide. Maintenant, c'est eux ou nous, ai-je réussi à dire, ma voix à peine audible. Miller acquiesça, serrant les mâchoires en silence. Ses doigts gantés se crispèrent autour de son arme. Puis, elle répondit enfin, d'une voix plus froide que l'air de l'Alaska qui nous entourait. Dans ses yeux, je vis la même horreur que je ressentais en moi, mais aussi une étincelle de détermination. Nous sommes des marines, nous ne cédons pas sous la pression, nous ne faiblissons pas. Quoi qu'il en coûte, quelles que soient dans les chances, nous nous battrons. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors que nous nous enfoncions dans le complexe, nous tombâmes sur une autre pièce, un laboratoire improvisé, jonché de rapports, de flacons éparpillés et d'échos de panique imprégnés de givre. Je soulevai un dossier sur lequel était gribouillé « Antidote ». C'était une lueur d'espoir dans un abîme sombre. Alors que mes doigts parcouraient les mots du document, ma voix a rempli le silence glacial. D'après ce document, il travaillait sur un antidote obtenu à partir d'un échantillon de l'organisme Hydra. Le rapport décrit en détail comment l'équipe de scientifiques a réussi à isoler une partie de la structure ADN de l'Hydra. Ils ont découvert une faiblesse unique, un talon d'Achille qui pouvait potentiellement rompre son contrôle sur ses porteurs. À partir de cette découverte, ils ont synthétisé un antidote conçu pour se fixer aux cellules de l'hydre, perturber ses capacités de manipulation et, finalement, provoquer son autodestruction. L'antidote agit à 2 niveaux, expliquai-je, les yeux rivés sur le dossier. Premièrement, il est conçu pour rompre le contrôle de l'hydre sur le porteur. Et deuxièmement, il déclenche une réaction interne dans l'hydre, la forçant à s'autodétruire. Mon regard se posa sur Miller, la gravité de notre situation se reflétant dans son regard. Si nous parvenons à trouver cet antidote et à l'administrer, nous aurons peut-être une chance d'éliminer Hydra, voire même de sauver notre équipe. Mais il y a un problème, ai-je ajouté, le cœur serré. Le fichier montre que l'antidote était encore en phase expérimentale lorsque l'objet s'est tu. Les scientifiques avaient prévu de le tester, mais n'ont pas eu le temps. « C'est donc une aventure », murmura Miller, le regard sombre. « Une aventure, en effet, une aventure qui pourrait nous sauver, ou nous mener au même sort que les scientifiques qui n'ont jamais pu mener leur expérience à terme. » À ce moment-là, il y eut un bouleversement dans la pièce, une tension qui semblait flotter dans l'air. Un grognement grave et menaçant s'éleva de l'un des membres de notre équipe, un homme dont la nature, habituellement calme, avait été remplacée par quelque chose d'inhumain. Les infectés, sous l'influence de l'hydre, révélèrent dans leur véritable nature. Notre découverte était une menace pour l'hydre, et celle-ci ne le prit pas à la légère. Les marines infectés réagirent presque instantanément. Leurs corps se figèrent, leurs yeux brillèrent d'un mélange d'agressivité et de peur. Ils se lancèrent à l'attaque. Leurs actions n'étaient plus les leurs. Le hydre, en eux, manipulait leurs actions, les transformant en armes contre nous. La tension silencieuse dans la pièce a explosé dans le chaos lorsque les marines infectés se sont jetés sur nous. Je vois Johnson, le gars avec qui je partageais des bières et des rires, maintenant marionnette aux mains de l'hydre, qui s'avance vers moi. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient désormais vides, remplis d'une hostilité étrangère. J'ai à peine eu le temps d'esquiver son attaque. Miller se défendait contre 2 adversaires. Ses mouvements étaient fluides et concentrés, mais son visage trahissait la douleur de se battre contre ses propres hommes. Sanchez s'est battu avec un marine. Ses encouragements ont laissé place à des grognements douloureux,
alors qu'il essayait de désarmer son adversaire sans lui faire de mal. « Nous devons atteindre le laboratoire !» a crié Miller au milieu de la mêlée, son regard croisant le mien. « Au sous-sol !» J'acquiesçai, me précipitai vers la porte, et Sanchez me couvrit. Le bruit assourdissant des coups de feu résonna dans le couloir alors que nous nous lancions dans la bataille. Sanchez tirait avec son fusil, balayant tout sur son passage à gauche et à droite, tandis que Miller assurait les arrières en nous couvrant. J'étais au milieu, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. La réalité de notre situation est devenue douloureusement évidente lorsque j'ai vu les marines infectés se battre avec une force surhumaine. Un marine est sorti du couloir transversal et s'est jeté sur Sanchez. Sanchez, rapide comme l'éclair, l'a esquivé et l'a frappé avec la crosse de son fusil, le renversant. Mais un autre est apparu, visant cette fois Miller. Elle a été plus rapide, se mettant à genoux et déchargeant son arme, le forçant à reculer. J'ai continué à avancer, mon pistolet à la main. En tournant au coin, j'ai failli rentrer dans un marine infecté. Je n'avais pas le temps de réfléchir, ni de ressentir de la pitié. J'ai tiré en visant les jambes. Il est tombé, mais pas avant de m'avoir frappé et envoyé au sol. Le monde tournait autour de moi, tandis que je me relevais, sentant le goût du sang dans ma bouche. Miller et Sanchez continuaient d'avancer, laissant les blessés derrière eux. Le marine à terre tendit la main, les yeux grands ouverts et suppliants. La partie humaine de son être était toujours emprisonnée dans son propre corps. C'était un spectacle glaçant. « Reste allongé !» l'ai-je averti avant de tituber en avant pour rattraper les autres. Le fusil de Sanchez a résonné au loin, interrompu par le bruit du pistolet de Miller. J'ai forcé mes jambes à aller plus vite, mon souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. Mon flanc pulsait à chaque pas, tandis que je tournais à un autre coin. Je m'arrêtai brusquement. Le couloir s'arrêtait net, remplacé par un escalier raide menant dans l'obscurité. Le sous-sol. La porte en haut venait de se fermer. Miller et Sanchez étaient-vous déjà passés. Dans un dernier élan d'énergie, je courus vers la porte, laissant derrière moi les cris glaçants des infectés. Je sautai, m'agrippant au bord de la porte, juste à temps. Le métal tranchant s'enfonça dans ma paume, mais je serrai les dents en me hissant à l'intérieur. La porte se referma derrière moi, étouffant le chaos des niveaux supérieurs. Je fus accueilli par un silence effrayant. L'air était lourd de l'odeur des produits chimiques. Je frissonnais en me forçant à me relever. Nous y sommes, le sous-sol. Miller et Sanchez m'attendaient. Leurs visages étaient des sévères, leurs armes à portée de main. Il y eut un hochement de tête en signe de reconnaissance, mais pas un mot. Nous n'avions pas besoin d'eux. Nous savions ce qu'il fallait faire. Serrant les dents de douleur, je préparais mon arme. La descente était raide, chaque pas résonnant sinistrement dans l'obscurité. Le refroidissement de l'air semblait s'intensifier, pénétrant à travers notre équipement. Le sous-sol était un labyrinthe tentaculaire de laboratoires et d'entrepôts, enveloppé d'ombre et d'un silence inquiétant. Seul le bruit occasionnel des équipements, encore en fonctionnement, venait troubler le silence. Nous avancions prudemment, à l'affût du moindre bruit, du moindre mouvement. L'écho de nos propres pas semblait fort et désorientant. Le sentiment d'horreur était beaucoup plus fort, ici. Restez vigilants. La voix de Miller rompit le silence, un murmure dans l'obscurité. N'oubliez pas que nous ne savons pas ce qu'il y a ici. Nous sommes arrivés au premier laboratoire, dont la porte était entr'ouverte et la pièce faiblement éclairée. J'ai jeté un coup d'œil, le cœur serré. Un rapide examen n'a révélé rien d'autre que du matériel abandonné et des expériences inachevées. Aucun signe de l'hydre ou d'un antidote. « C'est bon », murmurai-je en reculant. Miller acquiesça d'un signe de tête, nous invitant à continuer d'avancer dans le couloir. Nous passâmes de pièce en pièce, sans rien trouver d'autre que les vestiges de l'horreur qui s'était déroulée ici. C'est alors que nous l'entendîmes. Un grognement grave
qui résonnait dans le silence du sous-sol me fit se hérisser les cheveux. Je jetai un coup d'œil à Miller et Sanchez. Leurs visages reflétaient papote ma propre peur et ma détermination. « Le dernier laboratoire est juste devant nous », dit Miller à voix basse en désignant la porte au bout du couloir. Le grognement semblait provenir de là. Armes liées à la main, nous nous sommes approchés de la porte. Le grognement est devenu plus fort et plus distinct, se transformant en un bourdonnement profond et pulsatoire. Cela ne ressemblait à rien de ce que nous avions entendu auparavant. Lorsque Miller tendit la main pour ouvrir la porte, je serrai plus fort mon arme, me préparant à affronter l'inconnu. Puis la porte s'ouvrit. Lorsque nous entrâmes dans le laboratoire, le grondement s'intensifia, vibrant dans l'air et nous transperçant. La pièce contrastait avec le reste du complexe. Elle était lumineuse, éblouissante, avec des rangées d'instruments brillants et d'appareils bourdonnants. Au centre se trouvait un grand réservoir cylindrique rempli d'une masse lumineuse et pulsante. La source du grondement attirait notre attention. Cela ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu auparavant. Des couleurs tourbillonnantes se succédaient à l'intérieur de la masse. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. C'est Hydra. Ça doit être ça. Des rangées d'ordinateurs étaient alignés le long d'un mur, leurs écrans clignotant de données. J'ai remarqué un terminal affichant une structure chimique complexe. À côté, il y avait une inscription. Antidote pour Hydra. Qu'est-ce que c'est que ça? Souffla Sanchez, le regard rivé sur l'Hydra retenue. Dans la pièce principale, il n'y avait aucun signe d'antidote. Cependant, mon attention fut attirée par une pièce secondaire derrière des murs de verre. Je pouvais distinguer des rangées de chambres froides. L'antidote, s'il existait, devait se trouver là. « Miller », dis-je en montrant la caméra. « L'antidote doit être là. » Elle suivit mon regard et acquiesça brièvement. « Sanchez, Callahan, suivez-moi. Allons chercher ce que nous sommes venus chercher. » Nos pas résonnaient dedans la pièce, tandis que nous nous dirigions vers la chambre froide. Le grognement lancinant de l'hydre semblait s'amplifier, faisant écho au battement de mon cœur. Mais dès que nous avons atteint la porte de la chambre froide, un grand fracas s'est fait entendre derrière nous. Nous nous sommes retournés brusquement, juste à temps pour voir l'entrée du laboratoire se fermer. La lourde porte métallique grinçait en se refermant dans un bruit assourdissant. « Elle nous a enfermés ici », murmura Miller, le visage pâle. Notre regard se porta à nouveau sur l'hydre. Sa pulsation était devenue chaotique, plus rapide. La pièce était remplie d'une tension invisible, d'un sentiment de danger imminent. La lumière vacilla. Un grognement grave et guttural emplit l'air. Et dans les ombres vacillantes du laboratoire, nous comprîmes que nous n'étions pas seuls. Hydra sentit nos intentions et prépara ses porteurs au combat. Nos regards se figèrent sur les silhouettes qui émergeaient des coins les plus sombres de la pièce. Les marines infectées se déplaçaient avec une synchronisation effrayante. Leurs yeux étaient en zones vides, leurs mouvements ne leur appartenaient pas. « Dos à dos !» a crié Miller, et nous nous sommes rapidement déplacés pour former un cercle serré, nos armes pointées vers la menace qui approchait. Sanchez a été le premier à ouvrir le feu, ses tirs atteignant leur cible avec une précision perfectionnée. Le marine infecté a vacillé, mais n'est pas tombé. L'hydre en lui contrôlait chaque mouvement de son hôte, utilisant l'entraînement du marine contre nous. J'ai riposté, le recul du pistolet secouant ma main, mais les infectés continuaient donc d'avancer, leur visage dépourvu de douleur ou de peur. Ils n'étaient plus nos camarades. Ils étaient dans les marionnettes de l'hydre. Miller était à mes côtés, son arme crachant du feu. Nous tenions notre position, le craquement des couteaux de feu et les grognements d'effort étant les seuls sons audibles, à part le bourdonnement de l'hydre. Avec un sifflement bruyant,
la porte de la chambre derrière nous siffla et s'ouvrit. Je jetai un coup d'œil en arrière pour voir les rangées de réfrigérateurs, exactement comme décrit dans le document. « Couvrez-moi !» criai-je en me précipitant vers la chambre. Je me faufilai entre les entrepôts, mes yeux cherchant n'importe quelle étiquette ou signe d'antidote. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Les sons de la bataille qui se poursuivait résonnaient autour de moi. J'entendais les grognements tendus de Miller et Sanchez, les coups d'œil de feu sporadiques et les grognements inquiétants de l'hydre. Et puis je l'ai vu, dans un petit flacon marqué du symbole de biosécurité et du mot « antidote ». Je me suis étiré pour l'attraper. Ma main tremblait, mais avant que je ne puisse le saisir, une force m'a percuté, me projetant au sol. Le marine infecté se pencha sur moi, ses yeux étaient vides et ses mouvements contrôlés par l'hydre qui était en lui. Mais je n'avais pas le temps de me défendre. Je devais récupérer cet antidote. Lorsque le marine se jeta en avant, je roulais sur le côté, le sol métallique froid s'enfonçant dans ma peau. Mes doigts trouvèrent le flacon et, d'un mouvement rapide, je le plantai dans la cuisse du marine. Rien ne se passa. Il trébucha. La rage dans ses yeux ne s'éteignit pas. L'antidote, notre seul espoir, ne provoqua aucun changement. L'aventure n'avait pas porté ses fruits. Le désespoir me serra le cœur, mais je n'eus pas le temps de m'y attarder, car le marine se précipita à nouveau vers moi. Je l'esquivai et, d'un mouvement rapide et bien rodé, je lui assénai un coup puissant à la mâchoire, suivi d'un coup de pied qui le fit tomber. Et, sachant que je ne pouvais rien faire pour l'aider maintenant, je lui ai tiré 2 balles dans la poitrine. Luttant contre une vague de désespoir, j'ai glissé l'antidote inefficace dans ma poche. Me relevant du sol froid, j'ai jeté un dernier regard aux marines tombées avant de sortir en courant de la cellule pour me précipiter à nouveau dans la bataille. « Ça n'a pas marché !» ai-je crié à travers le chaos, la voix enrouée. Miller et Sanchez se sont tournés vers moi, leur visage reflétant mon propre choc et mon incrédulité. Mais la pause a été brève. Les marines infectés se remirent rapidement, intensifiant leur attaque avec une nouvelle vigueur, comme animés par l'instinct désespéré de survie de l'hydre. Cette prise de conscience était glaçante. Sans antidote, nos options étaient dangereusement limitées. Nous ne pouvions pas prendre le risque de tuer nos camarades infectés, mais nous ne pouvions pas non plus laisser l'hydre se propager. D'un signe de tête sombre, Miller prit le commandement. Nous ne pouvons pas les laisser quitter ce complexe. Nous devons les retenir, gagner du temps pour trouver un autre plan. Un plan? Oui, nous avions besoin d'un plan. Mais les idées m'échappaient perdues dans un océan de chaos et d'adrénaline qui bouillonnait dans mes veines. Nous combattions, mais il ne s'agissait plus seulement de tirer. Nous visions pour neutraliser, retarder, mais chaque balle tirée me semblait être une trahison. La fusillade continuait, chaque instant qui passait était une danse perverse entre survie et désespoir. « Sanchez !» cria Miller. « C'est moi !» criai-je en montrant la porte fermée. « Couvrez-moi !» Ils acquiescèrent. Leur concentration était inébranlable tandis qu'ils menaient une salve de tirs nourris. Profitant de cette ouverture, je me précipitai vers la porte. Je sentais les infectés me regarder, leur corps bougeant avec une synchronisation effrayante alors qu'ils tentèrent de me rattraper. La porte semblait à des kilomètres, mais grâce à une dernière montée d'adrénaline, j'ai réussi à l'atteindre. Mes mains palpaient le métal froid à la recherche du mécanisme d'ouverture. Au moment même où les marines infectés se rapprochaient, mes doigts trouvèrent le loquet. Avec un gémissement, je me jetai dessus et la porte céda. « En avant !» criai-je en plongeant dans l'embrasure de la porte. Miller et Sanchez me suivirent, leurs armes continuant à tirer jusqu'au dernier moment. La porte se referma derrière nous et un bruit assourdissant résonna dans tout le laboratoire, marquant un soulagement temporaire.
Mais nous savions tous que ce combat n'était pas terminé. Il avait simplement changé d'arène. Lorsque nous arrivâmes en haut de l'escalier du sous-sol, une lourde porte métallique s'ouvrit en grinçant, révélant un spectacle infernal. Une rangée de marines infectées nous barrait la route. Les lumières du couloir clignotaient au-dessus de nos têtes, projetant une lueur sinistre sur la Sixen. Mon pouls s'accéléra, battant dans mes oreilles lorsque je levai mon arme. Miller prit position à côté de moi, son entraînement et ses instincts prenant le dessus. À côté d'elle, Sanchez serra les dents. Le premier marine infecté se précipita vers l'avant et Sanchez le rencontra face à face, son poing s'abattant avec un bruit écœurant. Le marine tituba, mais d'autres prirent peur sa place, leur corps bougeant à l'unisson. L'arme de Miller s'est animée à côté de moi, chaque tir était précis et mortel. Le couloir résonnait des coups porte-feu. Le marine infecté s'est précipité sur Miller, mais elle s'est écartée, a pivoté sur ses talons et lui a asséné un coup dévastateur dans l'estomac. Je me suis joint au combat, chaque tir de mon pistolet repoussant les infectés. Mais pour chaque infecté tombé, un autre se relevait. Leur nombre impressionnant était écrasant. Soudain, Sanchez cria, sa voix résonnant clairement malgré le rugissement des coups de feu. « Partez !» Son regard croisa le mien, une étincelle de quelque chose de fougueux et de furieux brûlait dans ses yeux. « Je contrôle la situation, Sanchez. Nous pouvons les combattre ensemble, » dis-je, mais il m'interrompit. « Il n'y a pas de temps à perdre. » Sa voix était un mélange d'urgence et de détermination. Il plongea à nouveau dans la bataille. « Sortez d'ici, vous deux !» Après avoir jeté un dernier regard à Sanchez, Miller m'attrapa par la main et ensemble, nous nous frayâmes un chemin à travers la ligne restante de marines infectées. Alors que nous courions vers la sortie, le bruit lointain du combat de Sanchez nous suivait. Au moment où nous franchîmes les dernières portes du complexe, la lumière vive du monde extérieur était presque aveuglante. Miller et moi trébuchâmes sur quelques pas avant de nous effondrer, le dos plaqué contre le mur extérieur froid du bâtiment, haletant. Le bruit de notre respiration était la seule chose qui remplissait le silence du paysage désertique. « Nous devons appeler le commandement », dit Miller, haletante, la voix enrouée. Elle regardait l'entrée, le visage pâle, couvert de saleté et de sueur. J'acquiesçai et sortis notre appareil de communication des mains tremblantes. « Commandement, ici Callahan », dis-je. Il y eut un court silence avant que la réponse crépite en retour. « Callahan, ici le commandement. Au rapport. » « Nous avons réussi à sortir du complexe, » leur dis-je, m'appuyant lourdement contre le béton froid de la structure. Miller et moi sommes les seuls survivants. La réponse du commandement fut immédiate, teintée d'une pointe de regret. « Compris, Callahan. » Il y eut un silence pendant une seconde, puis la voix du commandement retentit à nouveau dans les ondes. « Callahan, avez-vous pu extraire des données du complexe ?» Miller me regarda. Son regard était lourd, mais déterminé. Nous avions réussi à sauvegarder certaines données, mais elles étaient les stockées sur une puce sécurisée, désormais bien cachée dans ma poche. « À vos ordres, commandement, » répondis-je. Nous avons pu récupérer une quantité importante de données. « Bien reçu, » répondit la voix du commandement. Il y eut une pause, un moment d'hésitation qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Nous envoyons une équipe d'évacuation à vos coordonnées, Callahan. Tenez bon. » Et Callahan, ajouta la voix avec une note de sombre détermination dans le ton. « Nous envoyons 2 avions pour raser ce complexe. Nous ne pouvons pas risquer que Hydra s'échappe. Les données que vous avez conservées sont notre meilleure chance de comprendre et de vaincre cette chose. » Un frisson me parcourut le dos à l'écoute de cet ordre. Nous avions arpenté ces couloirs et combattu nos propres hommes dans ces salles. Et maintenant tout cela allait être rayé de la carte, comme si cela n'avait jamais existé. « Compris, commandement, » répondis-je en regardant Miller. Le bruit des hélicoptères qui approchaient emplissait l'air.
Après quelques heures d'attente, Miller était à mes côtés, ses yeux reflétant la lumière de la lune. Elle était silencieuse, perdue dans ses pensées. Nous étions tous les deux des survivants, mais le prix de la survie pesait lourdement sur nous. L'équipe d'évacuation descendit avec une précision militaire, les lumières de leur hélicoptère fendant l'obscurité. Nous fûmes rapidement embarqués. Alors que nous décollions, je risquai un regard en arrière vers le complexe. Vu d'en haut, il semblait si inoffensif, les sombres secrets qu'il renfermait étant cachés sous son apparence froide. Bientôt, le complexe disparut de notre vue, remplacé par l'immensité de la nature sauvage qui s'étendait sous nos pieds. Mais je ne pouvais pas oublier, je ne pouvais pas effacer le souvenir de ce qui s'était passé, les visages des Marines infectés et le regard dans les yeux de Sanchez dans ses derniers instants. Tout cela était gravé dans ma mémoire. Le bruit des avions à réaction survolant nos têtes marqua la fin de notre épreuve, la destruction par le feu du complexe effaçant les traces physiques de notre cauchemar. Nous étions en sécurité et c'était enfin fini.